Je suis Fabienne Le Floch. Effectivement, je travaille à Grenoble École de Management. J'ai deux casquettes. Je suis à la fois architecte de solutions de formation sur mesure. Donc, ça le fait en termes de titre. J'accompagne les entreprises pour des formations ou des ateliers, enfin des choses qui sont complètement adaptées à leurs problématiques. Ma deuxième casquette, je suis intervenante en expérience client. Donc, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, avec Frédéric Baletti, que vous voyez en image, je pense, et qui prendra la parole tout à l'heure. Alors, entrons dans le sujet. Donc, la culture client, pourquoi, comment? Eh bien, avant tout, la culture client, c'est une question de survie. Et porter ces lunettes, hop, que vous voyez ici, moi, client-jeu, c'est aussi une question de survie, pas uniquement en période de grand soleil comme nous avons en ce moment même à Grenoble. En fait, il apparaît que vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vais dire. Votre environnement est-il incertain? La concurrence s'est-elle accrue? Est-ce que vous constatez, vous aussi, sur vos marchés, ce que l'on appelle l'horizontalisation, c'est-à-dire une espèce d'égalité entre les marques et les clients? Les clients ont beaucoup d'informations, ils sont capables de vous noter, mais vous aussi, vous pouvez être en mesure de les noter sur certains marchés. Il apparaît que l'entreprise peut donner un commentaire sur un client qui est venu chez elle, ce qui va ensuite servir aux autres. Les réseaux sociaux, bien sûr, vos meilleurs amis ou vos meilleurs ennemis pour les avis. Vous êtes probablement un petit peu dans ce contexte-là. Et puis, sur des marchés très matures, de plus en plus matures, la différenciation est la question de survie. Et pour se différencier, l'excellent moyen que nous vous proposons, c'est la culture client, parce que vous allez vous positionner autrement. Donc, vous n'avez pas d'autre choix, désolé, mais si vous vous retrouvez dans ce que je viens de vous dire, il va falloir vous poser la question de la culture client. Mais si vous êtes connecté ce matin, c'est bien que vous vous la posez déjà. Donc, la culture client va nous permettre de modifier les comportements. Ça va être le terreau complètement fertile pour cette différenciation. Alors, est-ce qu'il vaut mieux être pionnier ou suiveur? Bon, on se doute bien qu'il vaut mieux être pionnier, pardon, j'aurais pas dû utiliser ce mot. En effet, je vous le confirme, parce que les clients ne sont pas dupes. Quand vous leur dites, chers clients, bienvenue chez nous, vous êtes notre priorité, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous vous sentez vraiment bien accueilli quand vous rentrez dans une boutique? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt en train de subir du customer washing, c'est-à-dire qu'on a repeint tous les murs de la boutique en couleur client? Je vous laisse choisir cette couleur adaptée à votre propre entreprise si vous êtes malheureusement concerné. Sauf que mettez-vous en position de client et parfois on sent bien qu'on est un petit peu leurré. Un exemple très concret, je ne vais pas citer de nom parce que peut-être que ces personnes sont dans le public, mais un distributeur de bijoux et de la vendeuse qui dit à la personne qui part, eh bien voilà votre bijou, vous avez maintenant tout pour nous mettre un 10. J'ai été assez surprise d'entendre ça à une autre cliente. Ça veut dire quoi avoir tout pour nous mettre un 10? La formule était évidemment toute faite, évidemment un petit peu décalée. Est-ce que vous-même, vous incitez un petit peu parfois vos clients en leur disant si vous êtes très content, mettez-nous un 10 sur 10, notamment en NPS? Est-ce que quand un client pose une réclamation chez vous, est-ce que vous en faites une grande priorité? Est-ce qu'il est ballotté de service en service? Est-ce que déjà il a réussi à vous contacter très facilement ou pas? L'avez-vous incité? Et là, on est avec la marque aujourd'hui. Donc, la réclamation, évidemment, on sait combien c'est très précieux et la manière de la traiter. Donc voilà, évitons le customer washing, allons plutôt vers une véritable culture client. Mieux vaut être pionnier pour devenir le référent dans son secteur d'activité parce que tous n'y sont pas encore, loin de là. Donc les entreprises qui y vont aujourd'hui auront une longueur d'avance et seront les plus difficiles à imiter. On sait que la culture client va favoriser une expérience client positive et va également développer une certaine performance financière. Donc, ceux qui sont plutôt attentifs aux économies, à la rentabilité, eh bien, être client est-il rentable? Oui. Et un certain nombre d'études le prouvent, notamment celle de l'ACSI, American Customer Satisfaction Index, qui est la référence aux États-Unis, qui tous les ans
interview à peu près 350 000 clients, je ne me trompe pas, ni d'un zéro, ni de deux zéros. Donc voilà, on ne peut pas contredire leurs chiffres. Eh bien, cette étude nous montre que sur toutes les années, soit la culture client, c'est-à-dire les entreprises qui sont les plus orientées clients, me permet de gagner plus d'argent que les autres, soit en contexte très difficile, d'en perdre moins. La culture client va favoriser l'expérience client positive. Elle va également favoriser l'expérience collaborateur. Expérience collaborateur qui elle-même va encore favoriser l'expérience client. Il n'y a que des bénéfices à développer cette notion de culture client. Impact sur la satisfaction, impact sur la rentabilité, développement de l'innovation, réduction des coûts, développement de la fidélité, développement de la reco et même un effet qui est assez récent, on constate qu'une entreprise orientée client va favoriser son image, sa marque employeur. Et certains postulants aujourd'hui sont capables de refuser une offre d'emploi après avoir été consulter les avis des consommateurs sur l'entreprise. Ça se voit maintenant. Donc, vraiment, la qualité de la culture client que vous mettez en place n'a que des effets bénéfiques. Mais quand on parle de culture client et de sa rentabilité, est-ce que certains d'entre vous aiment vraiment les chiffres? Je peux vous en donner et je m'appuie là sur notre partenaire AFB, partenaire sur de nombreuses formations que nous déployons dans les entreprises. Juste quelques chiffres, notamment sur la performance client. Ils ont analysé le top 15 des agences les plus orientées clients et le flop 15 des agences les moins orientées clients. Eh bien, on a constaté, les résultats sont que sur le NPS client, on a un delta de plus 14 points, plus 14 sur un NPS. Je ne sais pas où en sont vos propres NPS si vous mesurez votre taux de recommandation. 14 points, ça peut être difficile à récupérer. Et puis sur le NPS salarié, on parle de plus en plus d'expérience collaborateur, entre le top 15 et le flop 15, plus 44 points. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et quand on mesure la performance commerciale, là, l'analyse a été faite sur les top magasins et les flop magasins dans la grande distribution. Eh bien, regardez ces chiffres entre l'évolution du chiffre d'affaires qui est positif dans tous les cas, mais plus 80% entre les tops et les flops, l'évolution du ticket moyen plus 50%, et l'évolution du taux de transformation, donc le client qui rentre dans la boutique et qui achète ou pas, multiplié par 3,2. Je pense que ces chiffres vous font rêver et c'est bien normal. Mais peut-être êtes-vous déjà dans le cas des top culture client. Vous le savez mieux que moi. Mais quand on parle de culture client, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, nous avons une définition, nous sommes une école, nous faisons de la recherche académique notamment, définition qui est celle-ci, qui est celle de Daniel Ray, donc directeur de l'Institut du capital client à Grenoble École de Management. Les fans de la marque le connaissent bien évidemment, il est déjà intervenu. Et puis Guillaume Antonietti, donc, qui patronne Academics for Business. Donc, les croyances et les valeurs partagées qui place la satisfaction durable des clients comme un objectif prioritaire. Ces valeurs et ces croyances partagées doivent l'être par tous, pas uniquement ceux qui sont en contact avec le client. On pourrait croire que ces gens-là, ils connaissent déjà, et c'est vrai qu'ils connaissent déjà, puisqu'ils sont tous les jours en contact avec le client. Donc, ils sont une espèce un petit peu à part, tous ceux qui sont en front. Et puis, ceux qui sont en back-office, parfois, on leur fait comprendre qu'ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas, eux, en contact du client. Donc, ils se sentent mis à l'écart. Et on voit dans certaines entreprises, mais peut-être probablement pas la vôtre, une espèce de distorsion. Ils ne se comprennent pas, ces différents publics. On a, comment dire, une entreprise qui peut être considérée à deux vitesses. Sachant que souvent dans l'entreprise, c'est comme un iceberg. Le front est la petite partie émergée de cet iceberg. Et derrière, il y a tout ce que nous ne voyons pas en tant que clients. Tous les services supports qui font que ça marche. Donc, des croyances et des valeurs partagées par tous. Mais par tous, ça veut aussi dire par la direction. Alors, un proverbe roumain que je n'aime pas, mais qui est extrêmement parlant,
c'est que bien évidemment, un escalier, ça se balaye par le haut. Je pense que tous ceux qui ont déjà tenu un balai dans leur vie vont comprendre ce que je dis. Donc, il est incontournable que la direction d'une entreprise soit impliquée. C'est elle qui va insuffler, qui va donner les signes forts et les signes positifs. Donc, que cette satisfaction durable soit un objectif prioritaire. La culture client, nous en sommes persuadés, ça fait partie de nos partis pris très forts à GEM, Grenoble École de Management. La culture client va entraîner les comportements orientés clients. Donc, si vous formez vos collaborateurs uniquement au geste métier, cela ne va pas fonctionner de manière durable. Il faut d'abord travailler sur les comportements, sur le mindset, pardon, sur l'état d'esprit, et ensuite tout ce que vous ferez, et même ça va être un petit peu, ça va découler naturellement, les gestes métiers et les comportements, ce qu'on fait avec conviction. Alors, concrètement, la culture client, elle va s'appuyer sur deux piliers. Le premier pilier, ça va être l'orientation client, on va dire individuelle. Donc là, ça aussi, c'est quelque chose qui va pouvoir se mesurer. Est-ce que spontanément, est-ce que je vais vers le client? Est-ce que le client, répondre au client, traiter le client fait partie de mes priorités ou non? Est-ce que côté entreprise, les process sont toujours, quand je dis toujours, c'est depuis qu'ils ont été mis en place et qu'ils sont encore d'actualité. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être les challenger de temps en temps? L'idée est bien sûr de s'adapter le mieux possible à l'évolution des attentes des clients. Le client demande aujourd'hui de l'immédiateté, il demande de la simplicité. Donc, si vous êtes toujours avec des process historiques qui sont un petit peu lourds, qui demandent un peu de temps, un peu trop de lenteur ou un peu trop de passage de l'un et à l'autre avant de répondre aux questions des clients, là, il va falloir vous poser d'autres questions, challenger vos propres pratiques. Est-ce que les KPI que vous utilisez aujourd'hui sont bien des indicateurs ou est-ce qu'ils ne sont que des objectifs? J'ai évoqué le NPS tout à l'heure. Si c'est un objectif chez vous, eh bien, je vais fortement inciter mes clients à me mettre une bonne note parce que comme ça, moi-même, je serai bien évaluée dans mon entreprise. Donc, vous avez tous eu forcément, à un moment donné, quelqu'un qui vous a dit, mettez-moi un 10 sur 10. Mais que font vos concurrents? Est-ce qu'eux-mêmes en sont là? Est-ce qu'ils sont déjà embarqués dans cette aventure de la culture client incontournable? Est-ce qu'au contraire, c'est vous, et puisque vous êtes là, vous en avez déjà tout à fait conscience? Parce que rien ne pourra expliquer, réussir à embarquer dans un process quelconque ou une organisation quelconque toutes ces micro-décisions que chacun doit prendre en permanence face à un client. Alors, on va peut-être en parler tout à l'heure avec Frédéric chez Malakoff Humanis, la question de la DMT, donc la durée moyenne de traitement au téléphone. Moi, ça m'est arrivé de discuter avec un fournisseur téléphonique. Au bout d'un moment, il m'a dit, écoutez, il faut que je raccroche parce que là, je vais exploser ma DMT. Moi, en tant que client, quel impact ça peut me donner d'avoir cette phrase-là quand je suis en difficulté? Et là, vous voyez aussi sur cette diapo qu'il y a trois axes en fait qui sont très intéressants à analyser quand on se pose la question de la culture client. L'impulsion stratégique, je vous l'ai dit, ça doit partir de tout en haut, ça doit partir d'un comité de direction. Et puis, la connexion au client, est-ce que c'est l'affaire de tous ou est-ce que c'est uniquement l'affaire de ceux qui sont au service client? Est-ce que l'on partage les remontées des clients, qu'elles soient négatives, mais aussi positives? Parfois, on oublie, et bien souvent, il y en a, malgré tout. Et puis, le troisième pilier, le troisième axe, c'est l'autonomie et la responsabilisation. Quelle autonomie laissez-vous à vos collaborateurs? Est-ce qu'ils peuvent sortir un petit peu du cadre? Est-ce que s'ils le font, ils se font taper sur les doigts? Ou est-ce que vous encouragez, au contraire, ce type d'initiative? Alors, je vais vous donner quelques pistes sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui avec les entreprises que nous accompagnons. Alors, tout d'abord, vous l'avez compris, il y a un travail important à faire au niveau de la sensibilisation des équipes dirigeantes. Que celles-ci soient embarquées, parfois, le travail est difficile, parfois c'est beaucoup plus facile parce que les personnes concernées ont tout à fait compris l'importance et probablement l'urgence de développer une culture client. L'urgence, et pour autant, il va falloir être patient parce que ce n'est pas avec 2 jours de réflexion sur le sujet, un COMEX qui réfléchit ensemble, enfin, entre eux,
entre membres ou bien quelques jours de ci, de là qui vont vous permettre de développer une véritable culture client. Et donc, ça ne marchera pas. Il faut être patient et il faut s'armer de bons outils et, je vais le dire, de bon accompagnement. Nous nous appuyons souvent sur un diagnostic, et là encore, on va s'appuyer sur notre partenaire AFB pour faire ce diagnostic, le COS, donc Customer Orientation Score, un diagnostic en amont, savoir où en est l'organisation, où en sont les individus. On peut également faire une mesure en aval après avoir bénéficié d'un accompagnement spécifique. Il y a aussi des possibilités d'ancrer au fil des semaines mais bien les bons réflexes, les bonnes images, entre guillemets, qui vont travailler dans notre cerveau pour être vraiment orientés clients de manière véritable. Nous travaillons aussi à la prise de conscience de tous. Alors, ça peut passer par différentes actions. Ça peut être des conférences, ça peut être de la formation. Et cette formation, elle peut aller plus loin qu'une simple prise de conscience, bien sûr. Elle peut être très active. On peut passer du temps sur des ateliers, sur des sujets très précis pour les développer, pour en discuter tous ensemble et pour essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que les choses évoluent en faveur du client. Bien sûr, il est essentiel que vous alliez voir ailleurs que chez vous. Chez vous, évidemment, mais ça, vous connaissez votre environnement, vous connaissez, je l'espère, vos concurrents. Mais nous aidons les entreprises à aller dans tout un tas d'autres secteurs, à prendre conscience que certains ont déjà mis en place des petites choses. Et si j'essayais chez moi, pourquoi pas? Et si je m'en inspirais, même si le contexte n'est pas tout à fait le même, je peux bien sûr en prendre quelques petites bonnes idées. La notion du faire vivre, alors l'exemplarité, ce n'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui est extrêmement visible pour les collaborateurs et même pour les clients. On vous invite à challenger vos pratiques, vous l'avez compris, à vous poser la question, et si on faisait un petit peu autrement? Et si plutôt que d'avoir 4 formulaires à remplir, est-ce qu'on ne pourrait pas alléger la chose, par exemple? Mais il y a des millions d'exemples au sein de toutes les entreprises. On préconise aussi les vies ma vie. Allez voir comment ça se passe. Si je suis du bac, allez voir comment ça se passe en front, parce que ça va me permettre déjà de connaître la personne avec qui je travaille, avec qui j'échange régulièrement, mais aussi de me rendre compte de ses difficultés. Ah, ça se passe comme ça. Ah, mais je comprends du coup pourquoi, quand tu me demandes quelque chose, c'est souvent urgent, parce que le client, il est là. Et inversement, celui qui est en front, allez dans différents services en back-office, parce que là aussi, je vais prendre conscience que peut-être quand je fais une demande, c'est pas si facile que ça d'y répondre. Et pourtant, moi, je dis, mais moi, j'ai une urgence, j'ai un client qui attend au bout du fil ou qui attend dans ma boutique. Alors, la signature relationnelle, là, je vous parle de... quand tout à l'heure, je vous ai dit que la véritable culture client va me permettre de développer de la différenciation. Ça passe aussi par ça. Être pionnier, avoir une ADN qui transpire, qui est très, très visible vis-à-vis des clients. Et vous le reconnaissez certainement quand vous êtes dans certaines structures. Eh bien, on ressent une atmosphère dans laquelle on se sent bien, on se sent écouté, on sent que le personnel va bien. Et puis d'autres fois, ce n'est pas tout à fait le cas. Et nous aidons aussi à la mise en place de clusters, redonnant une image positive à ce terme, de clusters de culture client en formant des référents, en formant des ambassadeurs de manière spécifique qui eux-mêmes vont être en charge ensuite à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, de porter cette voix culture client à chaque fois, de dire a-t-on pensé au client quand on met en place une nouvelle offre? A-t-on pensé au client quand on a décidé de fermer tel service ou pas? Donc, l'importance d'avoir toujours des personnes en alerte afin d'attendre qu'à terme, tous soient en alerte. Alors, bon, ce qui vous intéresse aussi, c'est de savoir concrètement comment ça se passe dans une entreprise. Donc, nous accompagnons un certain nombre d'entreprises de différentes manières sur ces sujets de la culture client, dont une en particulier qui est représentée aujourd'hui par Frédéric Baletti. Donc, Frédéric, c'est ton moment. Raconte-nous comment ça s'est passé chez toi et ça continue à se passer, la culture client. Pourquoi est-ce que vous avez mis en place? Merci Fabienne. Bonjour à toutes et à tous. 1er test, est-ce que vous m'entendez bien? Je vérifie toujours. OK, parfait. Frédéric Baletti, Malakoff Humanis, le titre est affiché, Malakoff Humanis, groupe de protection sociale. Donc, nous sommes 10 000
à travailler tous les jours pour être le compagnon préféré des Français pour une protection sociale simple et responsable. Donc, on a la partie prévoyance, santé, retraite, épargne. Donc, on a un métier qui a beaucoup de sens. Ça, c'est important, notamment dans la conversation et toute l'introduction que tu as faite, c'est le sens à nos actions. Ensuite, souvent, l'introduction, c'est que vient faire le RH là-dedans, dans les sujets de culture client et les sujets d'expérience client. Je tiens juste à rappeler qu'on a une place importante parce que c'est vos collègues RH qui vous aident à recruter, ce sont vos collègues RH qui vous aident à former, et c'est le sujet d'aujourd'hui avec Fabienne et Grenoble École de Management. Vos RH vous aident à gérer le quotidien en fonction de comment ça se passe dans les équipes, ces sujets d'engagement, ces sujets d'absentéisme, ces sujets de turnover, etc. Donc on a toute notre place pour vous aider à développer une véritable culture client au sein de vos organisations. C'est complètement complémentaire en vérité avec les métiers et c'est le but. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde le temps parce que Fabienne sait que je peux être très bavard et elle a raison. Euh, alors comment ça s'est passé du niveau du contexte? On a commencé ce projet il y a 1 an et demi, hein, si je me trompe, Fabienne, à peu près C'est ça. maintenant. Et nous en sommes très heureux. D'ailleurs, je vous écrivais un mail à ce propos hier. Oui, Et merci. ça, c'est important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est assez simple. Nous devions lancer un programme autour de la culture client et plus précisément de la valorisation des métiers de la relation client aussi. Donc, on a fait d'une pierre deux coups. Et je me suis retrouvé, comme tout bon RH, à me questionner sur bon, quelles sont les compétences nécessaires pour créer une bonne vieille culture client. Après, quand on reprend les définitions, et merci de l'avoir partagé de nouveau, des croyances et des valeurs partagées. Donc en fait, il faut qu'on touche les croyances et les valeurs pour pouvoir toucher les attitudes et les comportements. Je fais une synthèse de ce que tu viens de dire, et ça c'est important, à côté des convictions. Des convictions fortes pour ma part, dans le sens où je ne suis pas un grand fan des formations baguette magique qui fait qu'en 2 heures, je vais pouvoir transformer quelqu'un. J'ai j'ai beau creuser, j'arrive pas, sauf s'il y a la lumière qui arrive à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui me convainc en soi, surtout si on veut changer les croyances et les valeurs. Donc là, on touche quelque chose de profond. Donc ça, c'est important. Et en vérité, toutes les sciences cognitives confirment le fait que bachoter et faire 2 heures de formation ne transforme pas les attitudes et les comportements. Vous pouvez vous entraîner sur un geste technique très spécifique, mais juste vous entraîner. Mais 2 heures de formation ne transforment pas un conseiller clientèle en une personne empathique qui comprend et qui a des bons réflexes clients. C'est faux. Et il y a plein de raisons pour ça, mais je vais pas enlever la surprise, notamment du sujet système 1, système 2. Ça, c'est la spécialité de nos amis du COS. Donc, à partir de ces convictions, on a cherché un partenaire là-dessus. Ça nous a pris quelques temps et on a trouvé la solution, chaussure à notre pied, avec Grenoble École de Management qui est venu avec des partenaires et un écosystème qui répondait à nos attentes et qui répondait à nos besoins. Un, de mettre tout le monde à niveau sur ce sujet-là. Faites l'exercice au sein de vos organisations respectives, demandez-les juste, commencez par là, c'est un exercice assez marrant, demandez à toutes et tous dans les couloirs la définition de la culture client, la définition de l'expérience client, la définition de la satisfaction client, et il est très probable que vous aurez autant de définitions que de collègues. Donc on avait un sujet de mettre déjà à plat ça. Ensuite, j'avais un sujet d'ancrage qui est important pour moi par rapport à ce que je vous ai dit en amont. L'ancrage, c'est important. L'ancrage, la clé de l'apprentissage. Et d'ailleurs, on a quand même un héritage, notamment en France, avec le maître, le compagnon, l'apprenti. On sait très bien que c'est par la pratique et par le temps qu'on ancre des changements d'attitude et comportements et qu'on perfectionne nos gestes métiers. Et enfin, il y a un sujet qui est très important dans l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle la formation entre pairs, ou la formation en situation de travail aussi, qui va de pair. C'est qu'on apprend mieux quand on a des défis et on apprend mieux quand on a des défis ensemble. Et là, je vais pas tout vous faire tout un sujet enfin, dire l'impact là-dessus sur la mémorisation. Mais grosso modo, quand vous galérez, entre guillemets, sur un projet avec des copains et qu'il y a un peu de souffrance parfois, mais que vous arrivez au bout du sujet, ça va plus s'ancrer euh, dans vos comportements que si c'est trop facile, quoi. J'ai fait une synthèse, hein, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, mais l'idée, c'est qu'en mélangeant tout ça, on a construit cette offre-là avec Grenoble, École de Management. Sur la partie ancrage, Fabienne nous a proposé de travailler avec l'équipe de Guillaume Antonietti, donc le COS,
qui nous ont apporté une solution de mesure et d'ancrage, qui est pour nous très précieux. Et enfin, nous avons bien évidemment travaillé avec la marque, parce que nous avons besoin d'une expertise sur la gestion des réclamations. Donc avec Marie-Louise Julien et son équipe, donc on a créé des parcours sur mesure là-dessus. Les règles qui sont importantes, et on a repris les bases aussi de l'apprentissage, c'est ce que nous a apporté notamment le COS là-dessus, c'est ce test d'autopositionnement. En quelque sorte, quand on mesure, où on en est sur l'orientation client, ça nous permet en début de parcours de savoir où on en est. On le sait dans la science des apprentissages, et là Fabienne m'enverra des objets dessus si je m'égare, mais de savoir d'où on commence, c'est bien. Et ensuite faire une mesure après pour savoir où on atterrit, c'est mieux. Ça permet de voir sa progression. Et de voir sa progression facilite l'apprentissage. Donc ça, on l'a mis en place. Grenoble nous a apporté, École de Management nous a apporté des experts de haut vol sur le sujet. Vous avez une instruction de Fabienne qui déjà pose le décor sur tous les savoirs qui constituent le corps qui intervient. Donc ça, c'est chouette. Et après, on a créé ces parcours. Bon. L'approche a été, on va dire, multimodale, dans le sens où il fallait qu'on embarque les collègues au contact des clients, pour commencer. Mais par rapport à ce que disait Fabienne sur, vous savez, si je prends une initiative client et que je me prends une claque de l'organisation, au bout d'un moment, j'arrêterai de prendre des initiatives clients. Donc, il était nécessaire, indispensable de marquer aussi le management de proximité, parce que si le manager n'autorise pas les collègues A, ça ne fonctionnerait pas. Donc, on a embarqué aussi nos managers de proximité. Donc, ça nous fait déjà 2 parcours. On a embarqué ensuite des chefs de projet ou des patrons de département, donc des gens qui ont une plus grosse zone d'influence, que ce soit par les programmes ou par comment dire, par la responsabilité hiérarchique, tout simplement. Donc, c'est vraiment une zone d'influence. Euh, et enfin, il y a peu, parce que c'est tout neuf, on embarque maintenant aussi des quotidiens là-dessus. Donc, on a fait différents niveaux, différents parcours. Et à partir de là, on a tout lancé. C'est-à-dire qu'on a embarqué les collègues, on a embarqué leur management de proximité, on a embarqué ce qu'on appelait les référents, qui est notre 3e parcours, et puis les directions. Et on y allait de manière en miroir, ce qui a permis de déclencher un peu cet effet boule de neige. Et puis au moment où on voyait des déclics au niveau opérationnel, ils étaient acceptés par un management de proximité qui était passé aussi. Donc, grosso modo, on a un parcours d'environ 6 semaines, 6 à 8 semaines, hein, de cours et d'exercices quotidiens. Là, c'est le côté COS. Et ce qu'on a fait, quand je vous disais, un peu comme dans le sport collectif, de faire des trucs ensemble, a un impact aussi sur l'apprentissage et les changements d'attitude et de comportement. Nous avons demandé à nos managers et nos référents de bosser sur des sujets très opérationnels, en leur donnant, on va dire, la liberté de faire, oser faire. Donc, on a mis une cloche. On leur a dit, tiens, qui connaît mieux le client que celui qui a son contact? Testez des choses. Testez des choses dans le cadre de ce que vous avez pris avec le parcours avec Grenoble École de Management, et testez des choses, et nous, on vous laisse tester. Et revenez vers nous avec la bande et présentez-nous ce que vous avez testé. Donc, on a transformé nos managers un peu en MacGyver de la relation client et de la culture client. Ils ont testé des choses qu'ils n'avaient jamais osé faire avant, pour plein de raisons, parce qu'il y a un héritage culturel, et puis il y a un héritage et une culture. Bien évidemment, il y a des héritages, il y a des manières de fonctionner. On est peut-être dans le guidon, on ne prend plus le recul nécessaire, hein, parce qu'on est dans le run. Et là, je pense que ça parle à tout le monde, parce qu'on finit toujours à l'intérieur de ça, de ce tourbillon-là. Et ils nous ont fait des trucs assez merveilleux. Ils ont mis en place plein de choses où on a eu des résultats assez sympas. Ils se sont débrouillés pour faire de la mesure CSAT. Enfin, ils ont été assez exceptionnels. Donc nous, on a récolté en fait ce qu'on appelle de l'innovation participative. Donc on a récolté des initiatives qui venaient directement du terrain sans forcément passer par une application. Vous savez, les applications de boîte à idées, là. On ne sait jamais plus trop quoi en faire. Bah là, on est sur une boucle d'amélioration continue directement en connectant l'expérience client, on va dire le siège, avec les opérationnels en direct. Donc on détruit ce nuage, enfin bref. Donc ça a bien fonctionné. On a pu embarquer aussi, ça c'est très important, j'insiste là-dessus, notre DSI sur le sujet, et ça a déclenché un vrai programme de transformation de la direction des systèmes d'information qui place la culture client maintenant comme un objectif prioritaire. Donc ça a déclenché, par exemple, des immersions de la DSI au sein des plateaux relations clients. Ce qui se faisait de manière sporadique auparavant, maintenant, c'est limite, j'ai envie de vous dire, c'est dans les objectifs, quoi.
Donc, vous avez des collègues de la DSI qui vont se mettre en immersion à côté des collègues au contact des clients. Ils vont regarder comment ils utilisent les outils, par exemple. Et ils vont mettre ensuite en place leur procédure d'amélioration continue par rapport à ce qu'ils ont observé sur le terrain et aux difficultés potentielles qu'auraient eu les collègues au contact des clients par rapport aux outils. Ça, c'est important. De la même manière, on a une autre initiative qui était très intéressante, ce sont pardon, les collègues qui construisent l'espace client. Eh bien, ils ont mis en place un rituel qui fait qu'ils prennent tous les détracteurs qui ont mis une mauvaise note sur l'espace client et ils les rappellent. Vous avez des développeurs informatiques, des gens qui font du code, leur manager, qui est aussi qu'on pourrait considérer comme éloigné du client, qui se sont mis à ritualiser un jour par semaine, une plage de 2 heures où ils rappellent les détracteurs en disant: tiens, vous avez mis une mauvaise note sur l'espace client, est-ce que vous nous expliquez dans les détails les raisons qui vous ont poussé à donner cette note-là? Et comme ça, on a branché une boucle d'amélioration continue directement entre celui qui fait et celui qui utilisera vos services à la fin. Il n'y a pas plus orienté client que ça, hein, si je puis me permettre. Et donc, toutes ces initiatives, et on en a une trentaine là, on doit être à 37, je crois, de mémoire, et ça monte encore. C'est pas nous qui les avons poussées. C'est pas moi qui suis arrivé en disant: salut les amis, voilà les initiatives que je souhaiterais que vous portiez. C'est pas le métier non plus qui est arrivé en disant: vous allez faire ça, le bon vieux tom-tom tel qu'on adore. C'est juste les effets de ce parcours, je le dis clairement, qui fait que ça a libéré des énergies parce qu'on leur a montré ce qui se passait, on leur a montré ce qui était possible, on leur a montré les impacts, on leur a montré l'importance de la chaîne de valeur. C'est qu'au bout, il y a un client, mais tout le monde a un rôle à jouer. Ce que j'aime citer, c'est un mélange entre Edward Demings et l'homme sans nom que je sors souvent, c'est que le monde est divisé en deux catégories, l'entreprise est divisée en deux catégories. Il y a celles et ceux qui servent les clients et celles et ceux qui aident celles et ceux qui servent le client. Donc si vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre, questionnez-vous sérieusement. Euh, et c'est un peu la prise de conscience qu'il y a de nos fonctions support aujourd'hui. C'est-à-dire que la DSI se dit: OK, en fait, c'est nous qui outillons les collègues pour qu'ils puissent bien servir les clients. C'est hyper important. De la même manière, nous, en ressources humaines, c'est la même chose. C'est nous qui aidons à trouver les bonnes compétences, qui aidons à accompagner la transformation et la montée en compétences. De la même manière pour l'environnement de travail et l'immobilier. Ce sont quand même eux qui ont la clé de votre bureau, de votre chaise, de votre environnement de travail ou de votre agence si vous êtes en agence. L'environnement est important. Un environnement dégradé ne facilitera pas le collègue dans le service qu'il apportera au client. Donc c'est un parcours qui fait vraiment une prise de conscience sur toute la chaîne de valeur et qui finalement pousse à péter les silos, quoi. Parce que quand on pense client, on pense pas process, on pense client. Et ça, c'est le sujet de l'expérience client. Donc ça, c'est intéressant et ça fonctionne plutôt bien. Et enfin, c'est un sujet tu parlais de cluster, en fait, tout le monde en parle maintenant. Là, on a fait une enquête il y a peu, tout le monde parle de culture client. Ils en parlent dans les couloirs, ils en parlent à la machine à café, ils en parlent dans les projets. Il y en a qui posent même la première question au lancement d'un projet, c'est: est-ce qu'on a bien pensé au client? Où est le client là-dedans? On aime bien dire avec Daniel. Mais tout ça, j'insiste vraiment, c'est devenu spontané. C'est ça le truc. Donc c'est pas une formation geste métier, c'est qu'on a libéré les énergies et on a replacé le client à la place qu'il devrait avoir de manière spontanée pour les gens. Donc ça veut dire que vous avez des collègues qui spontanément font des choses pour les clients, qui spontanément testent des trucs. Et j'insiste vraiment sur ce que Fabienne disait, et je remets une couche, ça fait 2 fois que je le dis. Euh, Si vous transformez les attitudes et les comportements de vos collègues et que l'environnement ne suit pas, ça servira à rien. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont se prendre des coups de jus et ils vont le faire de moins en moins, etc. Donc il faut vraiment penser ce sujet de culture, comme toute transformation culturelle, quelle qu'elle soit, de manière systémique. Vous devez transformer et les individus, enfin, en tout cas les accompagner dans leur transformation, parce que c'est pas vous qui les transformez, c'est eux qui se transforment tout seuls, hein, vous leur donnez les moyens de le faire, mais créer un environnement qu'on appelle capacitant d'ailleurs, qui leur permette ensuite d'activer, de mettre en œuvre ce qu'ils ont découvert et ce qu'ils ont spontanément envie de faire. Et enfin, après, bien évidemment, c'est encore ces sujets d'apprentissage et d'ancrage, de fêter les réussites, hein, de faire des micro-succès, des macro-succès, des giga-succès, mais de faire en sorte que toute initiative soit fêtée et célébrée, que les échecs soient fêtés et célébrés aussi, parce qu'ils vont tester des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc là, questionnez-vous aussi sur la place de l'échec dans votre organisation. Le droit à l'erreur, comme on le dit régulièrement, mais c'est important en fonction de la culture et de l'héritage de votre organisation et la manière dont l'organisation a traité les échecs jusqu'à maintenant. Donc ça questionne énormément de choses là-dessus et ça questionne aussi vos stratégies d'apprentissage. C'est est-ce que finalement, par exemple, je vous pose une question là ouverte, sachant que c'est un monologue,
Mais l'idée, c'est est-ce que dans mes programmes de formation, là, je mets ma casquette de responsable du sujet, on se dit pas qu'on devrait toujours placer un moment où on parle du client? Est-ce que, dans tous les programmes d'onboarding, d'arrivée de nouveaux arrivants dans vos effectifs, il faudrait pas qu'on fasse une journée dédiée aux clients, par exemple? Nous, on l'a fait et c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est un jour, on est venu me voir en disant: «Tiens, sur le programme onboarding, on aimerait bien faire une journée dédiée aux clients». J'ai fait: «Bah, ce serait bien, vous avez besoin de quoi?» Et donc on a mis ça en place. Donc aujourd'hui, que vous soyez apprenti, alternant, stagiaire, CDD, CDI et cetera, vous avez une journée complètement dédiée aux clients. On vous montre les indicateurs, on vous montre nos clients, qui sont-ils, que font-ils et cetera. Il y a des On partage des échanges téléphoniques. «Tiens, vous avez pensé quoi? Vous ressentirez quoi à leur place?» et cetera. On les fait bosser sur des exercices en disant: «Tiens, toi, par rapport à la fonction que tu vas prendre, selon toi, où est la place du client? Quel impact auraient tes actions sur le client au final?» Enfin, vous voyez le truc? Donc finalement, on a des initiatives qui émergent de partout et on est à cette phase-là aujourd'hui. On laisse les trucs émerger. Ça, c'est important et puis on va ensuite, choisir des éléments, très spécifiques pour les accompagner plus en profondeur. Donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes sur le sujet.